Eh bien, bonsoir à tous. C'est parti. Je suis ravi ce soir d'accueillir et de discuter avec Christian Travier. Christian, tu es le directeur de Laval Mayenne Technopole depuis une quinzaine d'années. Tu nous diras précisément ton parcours. Aujourd'hui, donc, ton rôle, c'est d'accompagner des managers et des entrepreneurs qui innovent, et puis dans tout ce que ça implique. Quand on monte une boîte, ça implique pas mal de choses. Donc, ton rôle, c'est d'être. Tu nous expliqueras en détail ce que tu fais pour eux. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est que il y a 2 ans maintenant, début 2020, tu décides de lancer une newsletter qui s'appelle Un pas dans l'inconnu, où il y a une version anglaise, une version française. Tu pourras nous raconter tout ça pour partager tes réflexions et les idées que tu as développées, tout sur ton quotidien, j'imagine, l'entrepreneuriat, l'innovation, le management, la gestion au sens large. Voilà. Est-ce que tu peux éventuellement compléter cette présentation que j'ai faite et nous parler un peu de ton parcours? Je sais que tu as eu ce que je te disais, c'est que tu as eu j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Euh, et voilà. Eh bien, oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci, Valentin, de m'avoir proposé ce temps convivial. Alors, oui, effectivement, alors 1000 vies, c'est quand même beaucoup dire, mais j'ai fait un certain nombre de choses. Alors après, c'est le privilège de ne plus être très jeune, c'est qu'on a pu faire pas mal de choses dans sa vie. Donc moi, je suis, donc, comme je le disais, originaire des Cévennes. J'ai fait des études classiques d'ingénieur et puis j'ai commencé ma carrière comme ingénieur de recherche au CNRS. Je faisais de la physique, des instruments pour la physique des particules, donc des grands accélérateurs de physique et autres types d'instruments. Donc c'était passionnant. J'ai fait ça pendant 15 ans au CNRS et au CEA sur le plateau de Saclay. Et puis un jour, je me suis réveillé en me disant que, je sais pas, j'avais peut-être pas faire ça toute ma vie. J'avais un peu fait le tour des choses. J'ai fait beaucoup de choses très intéressantes et je regrette rien. Mais il me manquait quelque chose. Et donc, j'ai cherché à sortir de ce milieu-là pour rejoindre plutôt le milieu de l'entreprise. Et c'est pas très facile en fait. Contrairement à ce qu'on pense, quand on a été chercheur pendant 15 ans, on a un gros tag sur le front et dans l'entreprise, les gens se disent oula, celui-là, il va être ingérable. Donc, j'ai pu bénéficier d'un programme qui, au CEA, me permettrait d'être mis à disposition à l'extérieur tout en restant salarié du CEA. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé du jour au lendemain. Vraiment, j'ai quitté mon labo le 30 novembre ou le 30 octobre et le 2 novembre, j'étais ce qui est l'ancêtre de la BPI, hein, donc à l'ANVAR, c'était l'organisme public en charge de l'innovation et du financement de l'innovation. Et donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain, sans rien connaître, à aller dans les entreprises pour leur proposer des solutions de financement de l'innovation, des prêts ou des subventions, donc l'analyse des dossiers et l'analyse des projets d'innovation dans les PME. Et donc, je me suis retrouvé à Nantes et on m'a dit, bon, bah, tu es le dernier arrivé, on va te donner le département le plus loin de Nantes, donc c'est toi qui vas t'occuper de Laval et de la Mayenne, puisque c'était la direction régionale des Pays de la Loire. Et voilà, et c'est comme ça qu'a commencé ma relation avec Laval que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis aussi de découvrir le monde des startups, de l'innovation dans les PME plus traditionnelles. Et puis de proche en proche, d'apprendre ce métier-là. Et ensuite, au bout de quelques années, j'ai eu l'occasion de pouvoir intégrer la Technopole de Laval comme directeur adjoint d'abord pendant 1 an, et puis depuis 15 ans, effectivement, comme directeur, pour, voilà, sur le territoire de la Mayenne, accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs. Voilà un peu Et, rapidement le parcours, sachant qu'au départ, mon rêve, parce qu'on a toujours des rêves quand on est enfant, et c'est toujours le cas, mon rêve, c'était d'être architecte. ah, Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi? Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait? Ça, c'est parce que, voilà, on m'en a découragé. On m'a dit, oui, c'est un métier, c'est difficile. Voilà,
métier, il n'y a pas de boulot. Hmm. Donc, tu te débrouilles bien à l'école, tu devrais faire ingénieur. Ok, bon, d'accord. J'ai écouté parce que je fais ce qu'on me dit et, à cette époque-là. Mais en fait, il y a une cohérence dans tout mon parcours et je l'ai retrouvé, je l'ai compris il y a quelques années. Et j'en viens au sujet là, de l'écriture et de la newsletter. C'est que, en fait, être architecte, c'est travailler sur une page blanche. Hmm. Partir de rien et créer quelque chose. Hmm. Et c'est ça qui me plaisait, en fait. Et en fait, tout ce que j'ai fait dans toute ma carrière, ça a toujours été drivé par cette idée. Quand j'étais chercheur, c'était pareil. Hein. On part de rien et on est face à l'inconnu et on doit écrire quelque chose. Et puis quand on est dans l'innovation, c'est pareil. On part de rien, il faut construire quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et donc voilà, mon parcours, c'est ça. C'est finalement être devant une page blanche et créer quelque chose. Et quelque part, quand on écrit, ça rejoint ça. Et donc, ce rêve d'être architecte, ça restera qu'un rêve ou tu aimerais bien le concrétiser Et c'est pas sûr que ça reste qu'un rêve parce que la vie n'est pas finie. Et de temps en temps, je me dis que. Alors, déjà à titre privé, perso, je m'intéresse beaucoup à l'architecture, aux bâtiments, etc. Donc voilà, j'ai fait construire ma maison avec un architecte et j'ai beaucoup contribué. Bon, voilà. Mais je me dis toujours que peut-être à la retraite, j'irai suivre quelques cours à la fac d'archi. Éternel étudiant, j'aime beaucoup ça. Et du coup, ton rôle aujourd'hui concrètement, il consiste en quoi Donc, mon rôle, alors d'abord, en tant que directeur, je ne travaille pas tout seul. J'ai une équipe de presque 20 personnes et donc j'ai un rôle de manager d'abord aussi. Et la mission de notre association, hein, puisque la Valmain Technopole, c'est une association, notre mission, c'est de permettre à des entrepreneurs de se développer, de s'implanter sur notre territoire, de créer leur boîte, d'ensuite grossir, grandir, d'innover. Voilà. Et donc, on accompagne aussi bien les personnes qui démarrent que les entreprises de 1000 personnes qui veulent créer des nouveaux projets ou lancer des nouvelles initiatives. Donc, c'est un métier principalement de conseil hein, et de mentoring et de coaching des dirigeants. Après, on a aussi un métier d'organisateur d'événements, puisqu'on organise beaucoup de choses, des conférences, des événements pour sensibiliser le public des entrepreneurs à l'innovation, aux nouvelles technologies. C'est quoi votre rapport à l'écriture et est-ce qu'il a évolué avec le temps? J'imagine qu'en tant que chercheur, vous deviez écrire, mais ce n'est pas le même type d'écriture que ce que vous faites aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est… Non, alors, en fait, ce qui est très paradoxal, et des fois ça me fait sourire, quand on me dit aujourd'hui, c'est bien écrit, etc., enfin, quand les gens me parlent, souvent ils me félicitent sur la qualité de l'écriture. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on me rapporte. C'est paradoxal parce que j'étais plutôt un bon élève quand j'étais petit, quand j'étais au lycée, et ma plus mauvaise note au bac, c'est en français. J'ai eu 9 en français et j'étais pas content parce que bon, je n'aimais pas avoir des mauvaises notes. Mais c'est vrai que ça a toujours été difficile pour moi d'écrire. Enfin, c'était à cette époque-là, j'avais du mal avec la rédaction. Enfin, c'était pas la matière que je préférais. Et donc, c'est un peu paradoxal qu'aujourd'hui, ça me plaise et aujourd'hui, on me dit, c'est bien. Donc, effectivement, après, quand on est chercheur, oui, à un moment donné, il faut rendre compte de son travail à travers des publications. Donc, c'est de l'écriture la plus précise et la plus argumentée possible. Donc, je crois que ça m'a beaucoup aidé. Et puis, progressivement, voilà, je me suis mis à tester ça et à finir par aimer les choses. En fait, moi, ce que j'aime, c'est expliquer, c'est la pédagogie, c'est arriver à avoir un raisonnement qui soit bien équilibré et l'écriture permet ça. C'est marrant parce que ce truc on n'est pas naturellement littéraire à l'école et finalement on se découvre intéressé par l'écriture 2 années plus tard. Moi, ça fait écho à mon parcours aussi. Moi, j'ai jamais
À l'école, je me qualifie pas du tout comme un littéraire et au final, là, je prends beaucoup de plaisir à écrire parce que je trouve que c'est pas le même type d'écriture, c'est pas au service des mêmes objectifs. L'écriture, enfin l'école décourage pratiquement l'écriture. Je trouve que à l'école, l'écriture c'est plutôt une corvée ou c'est plutôt une contrainte un outil qui peut être libérateur ou qui peut être plein de sens. Oui, oui, certainement. Et puis bon, quelque part, il y a, je pense aussi une nécessité de travailler. Ça, c'est pas naturel, quoi. Ouais. En faisant qu'on apprécie, je pense. Quelque part, c'est un peu difficile. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta newsletter le pourquoi est-ce que tu te dis que tu as envie de démarrer une newsletter il y a 2 ans? Oui, alors, c'est pas une démarche, je peux pas dire, oui, depuis toujours, je rêvais de faire une newsletter. Pas du tout. C'est quelque chose qui est apparu un peu comme ça. Alors, si en réfléchissant de comment c'est apparu, je suis remonté en fait à 2018. En 2018, donc, on avait un programme d'accompagnement des entrepreneurs sous forme de cohorte, donc Ouais. un groupe d'entrepreneurs qu'on voit régulièrement et qu'on fait Mm. progresser. Et je ne sais pas pourquoi, alors ne me demandez pas pourquoi parce que je n'ai aucune idée, mais j'ai senti à cette époque-là que, tiens, avant qu'ils arrivent pour chaque session, donc c'est des sessions de 2 ou 3 jours, on travaille en groupe pour les faire avancer dans leur projet. Avant qu'ils arrivent, donc la veille au soir, souvent je leur envoyais un petit mail d'encouragement ou d'encouragement sur le sujet qu'on allait aborder ou autour d'idées qu'on avait déjà vues. Et donc je faisais un mail d'une page et quelques, et puis voilà, ça partait comme ça. Et on avait 5-6 séances, et donc j'ai commencé à la première, puis il y a eu des bons retours, et donc j'ai continué. Et puis, à la fin du programme, voilà, ben, j'avais donc écrit un certain nombre de choses sur l'entrepreneuriat et qui avait eu un bon écho. Et puis, donc, quand on s'est mis à préparer la communication pour recruter la cohorte suivante, avec des personnes qui travaillent avec moi, donc on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas rassembler ça dans un livre blanc. Mm. Euh, et donc l'offrir aux entrepreneurs qui s'inscriront ou qui seront en contact avec nous. Et donc on l'a fait. Et en fait, aujourd'hui, ceux qui sont abonnés à la newsletter, la première chose qu'ils reçoivent, c'est ça. C'est dans le premier mail voilà, merci de vous être abonné. Vous pouvez télécharger ce livre qui s'appelle 9 attitudes pour entreprendre. Et donc, il est né comme ça. Et puis, comme ça avait bien marché, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ne pas continuer. Voilà, j'ai été encouragé aussi par d'autres personnes. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, je suis arrivé à un âge dans ma carrière où j'ai accumulé de l'expérience que je peux repartager sur ces sujets qui m'intéressent. Et donc, voilà. Et le dernier déclencheur, c'est qu'après, il fallait que ça soit simple, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps, donc il fallait que ça soit simple. Et un jour, j'ai vu un tweet, je pense, ou je ne sais plus sous quelle forme c'était, mais en tout cas, une communication de Jean de la Roche-Brochard, qui est donc celui qui gère les investissements de Xavier Niel, qui partageait qu'il avait rencontré Hamish Mackenzie, le fondateur de Substack. Et à l'époque, en 2019, Substack n'était pas encore très connu en France. Et donc, il expliquait que c'était un outil génial, etc. Et qu'il allait s'y mettre, il allait mettre sa newsletter sur Substack. Je me suis dit, tiens, c'est quoi Substack? Je suis allé voir. Et effectivement, ça m'a paru un outil extrêmement convivial et simple d'utilisation. Et donc, pendant les vacances de Noël 2019, je me suis lancé. J'ai dit, allez, qu'est-ce que je vais… Alors, le sujet, voilà, innovation, parce que c'est ma vie, le management, puisque ça me plaît beaucoup, et l'entrepreneuriat, ben voilà, donc ces 3 sujets-là. Et puis, il fallait trouver un titre. Je ne sais pas comment c'est venu, je n'ai pas réfléchi très longtemps. Cette idée le film d'Indiana Jones où voilà, il avance au-dessus du vide et puis
puis finalement, il y a quelque chose pour le soutenir. Voilà, il a fait le premier pas et c'est ça qui lui permet de traverser. Ça m'a paru comme être une bonne image de ces 3 sujets, quoi. Il faut se lancer et puis ensuite, c'est l'aventure qui va mener les choses. Et pour ça que j'ai appelé ça un pas dans l'inconnu. Oui, et puis en plus, je trouve que le nom est très bien trouvé. Et en plus, tu traites de curiosité, de découverte que tu fais, d'observation que tu as. Et donc, voilà, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Et est-ce que l'ambition que tu as avec cette newsletter, elle a évolué avec le temps? Ou est-ce que c'est juste aujourd'hui vraiment que pour te faire plaisir? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, au départ, franchement, je n'avais pas vraiment d'ambition, si ce n'est, parce que j'avais lu ça aussi, l'ambition de dire je vais essayer au moins de m'astreindre à écrire régulièrement pendant un certain temps. Parce que c'est souvent ça la difficulté, on commence dans l'enthousiasme, Ouais. et puis après, soit on n'a plus d'idées, soit on s'épuise, soit on abandonne parce qu'il n'y a pas peut-être suffisamment d'engouement. Moi, je me suis dit, voilà, il faut au moins que je le fasse pendant au moins une année. Alors, j'avais eu une petite expérience dans l'année 2019, parce qu'en 2019, j'avais décidé, depuis le 1er janvier, de publier un conseil par jour sur Twitter. OK. Et j'ai réussi à tenir toute l'année, 365 conseils, ils étaient numérotés. Pas mal. Et donc, je m'étais dit aussi, Pas c'était pour m'astreindre aussi à quelque chose de régulier. Et donc là, je me suis dit, je vais faire pareil, je vais faire une newsletter par semaine pendant un an. C'était ça mon ambition au départ. Et puis après, en termes d'audience, d'abonnés, de tout ça, je n'avais pas trop idée de ce que ça pouvait donner. Et donc, voilà, j'ai réussi à faire un par semaine, enfin, sauf j'avais pris 2-3 semaines au mois d'août, mais à part ça, voilà, j'ai tenu le rythme. Et puis l'audience est venue assez naturellement. Après, évidemment, quand on commence à avoir des chiffres, on se dit on va essayer de faire mieux, on va essayer d'atteindre ça. Voilà. Tu as eu des inspirations en termes de newsletter? Tu as regardé des choses? Oui. Alors, je le dis dans l'intro, là, sur ma newsletter, dans la présentation que je fais, je cite un certain nombre de gens qui m'ont inspiré à ce moment-là pour démarrer ou qui m'ont inspiré dans ma vie. Donc, qui sont de plusieurs ordres parce qu'il y a des gens assez différents. Il y avait Oussama Hamar qui m'inspirait sur la partie entrepreneuriat. Alors lui, il n'écrivait pas beaucoup, mais surtout les vidéos qu'il faisait, etc. Je trouvais ça assez inspirant et c'est vrai qu'on a beaucoup étudié cet auteur-là, parce que pour moi, c'est un auteur, même si c'est de la vidéo. Il écrit un petit peu aussi, je crois. Il écrit un peu, il mais c'est vrai qu'il a plus produit de vidéos que d'écriture parce qu'il est assez prolixe. Voilà. Après, à l'époque, je m'intéressais aussi et je suivais ce que faisait Jean-Charles Curdali, que je connais bien. Oui. Le monde est petit. Et voilà, j'ai suivi pas mal, je trouvais intéressant de voir. Alors maintenant, le chemin qu'il prend plus sur la philosophie, c'est moins. Je regarde, mais d'un peu plus loin. Voilà. Et puis après, j'ai d'autres. Enfin, un autre qui m'a inspiré beaucoup, il est peut-être moins connu ici en France, c'est John Maxwell. John Maxwell, c'est un très très gros orateur dans le management américain. Et il a fait plein de bouquins, des best-sellers, etc. Et il a un truc qui m'avait inspiré, il a la minute de John Maxwell. Donc, c'est une vidéo chaque jour, d'une minute, sur un mot-clé. Alors, il prend un mot que lui envoient les auditeurs. Intéressant. La vérité, et hop, il fait une minute sur la vérité, l'honnêteté, une minute sur ça, le courage, allez hop, et tous les jours, ça change. Et c'est souvent extrêmement inspirant, alors que c'est très très court, c'est une minute. Voilà, donc ça c'est un autre auteur qui m'a inspiré, et un autre aussi qui m'a inspiré beaucoup et qui m'inspire toujours, c'est aussi un Américain, c'est un pasteur, c'est le pasteur Rick Warren, qui est un pasteur assez charismatique aux États-Unis, qui a beaucoup de succès et qui a créé une très très grande église et qui fait des sermons extraordinaires.
en particulier, alors d'un point de vue littéraire, hein, si on s'attache à cet aspect-là, il est extrêmement pédagogue. Et c'est ça qui m'inspire. C'est la façon dont il explique les concepts compliqués de façon très, très simple et très, très pédagogique. Et c'est un peu ça que j'essaye de faire aussi dans ma newsletter. Ok. Top. Merci beaucoup. Lucas a mis le lien pour John Maxwell dans le chat. Si tu veux mettre le lien du pasteur aussi, tu peux répéter le nom? Rick Warren. Rick Warren, Rick oui, Warren. il est connu. Alors, son T'inquiète pas. Saddleback en Californie, là, à Orange County, en Californie. Ok. Est-ce que. Et il a écrit, enfin, c'est un écrivain, il a écrit son livre. Son livre est un best-seller. Je crois qu'il a fait 40 millions ou 50 millions de ventes. Hein. J'ai l'impression que des Américains conférenciers qui parlent de business management, il y en a des milliers et j'en découvre tout le temps, alors que j'ai bien creusé le domaine. Mais, est-ce que tu sens que pour toi, l'écriture a un impact dans ton job, même si alors les deux sont plus ou moins liés, mais est-ce que tu sens qu'il y a des bénéfices ou tu vois que ça t'aide ou est-ce qu'il y a un impact? Alors, il y a un impact pour moi, enfin, j'espère qu'il y a un impact plus important sur les gens qui me lisent. C'est ça l'objectif quand on écrit, c'est d'essayer d'impacter la vie des autres. Bien sûr. C'est ça qui me plaît. Hein. C'est pour ça que je fais ce métier aussi du conseil, c'est d'essayer d'apporter quelque chose aux autres. Et c'est ça qui me manquait. J'ai dit tout à l'heure pourquoi j'ai voulu quitter la recherche. C'est parce que justement, dans la recherche, il manquait ce côté j'apporte quelque chose aux autres. Ouais. Et j'aide les autres à progresser, j'aide les autres à se développer. Et donc, j'espère qu'en écrivant, je fais ça. Enfin, en tout cas, les retours que j'ai me montrent que certainement, c'est le cas. Ouais. Pour moi, ça m'aide à clarifier un certain nombre d'idées. Ouais. Parce que quand on s'astreint à écrire sur un sujet, on doit réfléchir, poser les idées. Enfin, j'invente rien. Hein. Ce que je dis ou ce que j'écris, c'est des choses que j'ai pu apprendre ou que j'ai pu expérimenter et que je peux aussi dire à l'oral quand je fais du coaching avec des entrepreneurs. Mais quand on est à l'oral, c'est plus brouillon. Par écrit, c'est plus structuré. C'est vrai que ça me permet après, une fois que je les ai écrits, d'avoir quelque chose de plus structuré sur lequel je peux aussi élaborer un peu plus ou utiliser pour faire du conseil. Et en particulier, j'ai un exemple sur des notions très importantes dans l'entrepreneuriat que sont l'ambition, la mission et la vision. Ces trois notions qui sont essentielles quand on crée une boîte. Et c'est souvent difficile à les distinguer ou à bien comprendre qu'est-ce qui relève de la vision, qu'est-ce qui relève de la mission, qu'est-ce qui relève de l'ambition. Et le fait de l'avoir écrit, donc j'ai 3 articles qui parlent de ça, le fait de l'avoir écrit, maintenant, voilà, c'est un peu bien calibré. Je ne dis pas que c'est dans le marbre, mais en tout cas, ça a précisé les choses. Ouais. Et ça m'aide avec les entrepreneurs qu'on accompagne, ça m'aide aussi avec mon équipe qui aussi lit ça et l'utilise. Ok, hyper intéressant. C'est clair que le fait d'écrire, en fait, on se rend souvent compte que ce qu'on pensait être clair dans notre tête ne l'est pas du tout quand on veut l'exprimer. Et du coup, c'est intéressant de se forcer. Ça oblige à réfléchir. Et puis, non, mais ça vient avant. Ça c'est la cause, ça, c'est la conséquence. Et exactement. Voilà, on doit structurer. Et est-ce que ta newsletter elle a un impact pour Laval Mayenne Technopole? Est-ce que en termes par exemple, de communication, en termes marketing, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils te lisent? Est-ce qu'il y a un Alors, ça fait partie d'un des objectifs de le faire. Hein. Ce n'était pas ce qui a été le moteur au départ, mais après, en le faisant, on se dit, voilà, c'est en guillemets du content marketing pour la boîte. Donc oui, ça sert l'image et j'espère qu'au fur et à mesure de la notoriété, ça pourra la servir encore mieux et effectivement attirer les entrepreneurs vers nous. Alors, il n'y a pas encore eu une ruée, hein, c'est pas ça, mais j'ai eu quelques contacts d'entrepreneurs qui sont arrivés par là et même si c'était parfois des gens que je connaissais, le fait qu'ils me lisent, ça les a fait revenir en disant finalement, j'aimerais que tu m'aides, tu m'accompagnes là-dessus. Ouais. Et parce que je suis allé voir aussi, j'ai vu qu'il y a d'autres collaborateurs de chez vous qui écrivent. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que c'est un effort que vous faites de vous dire, en fait, on aimerait que plus de gens écrivent parce qu'on voit que la valeur que ça a et je me demandais pourquoi est-ce que le directeur écrit? Pourquoi est-ce que c'est pas quelqu'un qui gère la com ou le marketing, par exemple, qui écrit? Alors,
Moi, j'ai un management assez, comment dirais-je, assez peu directif et même si je sais exactement ce que je veux et ce que j'attends des collaborateurs. Euh, mais c'est vrai que j'encourage ça. Enfin, j'encourage, en tout cas, je ne forcerai personne à le faire, mais Mm. ceux dont je sens qu'ils ont envie, ils sont encouragés à le faire. Et effectivement, plusieurs le font. Et oui, parce que par contre, effectivement, le fait de dire le positionnement d'expert euh, qu'on a pris, c'est un vrai positionnement stratégique. De dire, dans notre Ouais. métier, il y a plusieurs façons de réussir, mais une des façons, c'est aussi de s'affirmer comme un expert. Mm. Pour que les gens viennent nous voir et viennent chercher notre aide, il faut qu'ils nous perçoivent comme des experts, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent le sujet. Ouais. Et donc, écrire, c'est une façon de montrer qu'on est un expert. Ouais, ou peut-être que expert, le mot est un peu élevé, mais en tout cas, être crédible sur le sujet. En tout cas, qu'on a quelque chose à dire sur le Voilà. sujet. Ouais, moi j'aime bien raisonner en termes de crédibilité. Mm. Il parle là-dessus, il sait de quoi il parle, donc Mm. potentiellement, en fait, il a des choses à m'apporter. Tout à fait. Donc ça c'est alors, il y a pas que l'écriture qui permet Bien de sûr, bien faire sûr, bien ça. Il sûr, y a aussi le fait de se former bien régulièrement sûr. Mm. à des nouvelles méthodes, etc., etc. Donc ça, on y travaille. Mais c'est vrai que l'écriture, elle aide aussi chaque collaborateur qui se met à écrire, il va progresser parce qu'il Mm. va aussi devoir comment Faire des dirais recherches. faire des recherches sur le sujet. Mm. Voilà. Et donc, c'est positif pour lui, pour la boîte et pour les clients. Ouais. J'ai vu que toi, il y a des grands sujets qui te touchent, comme le fait d'apprendre toujours, et Mm. ça se sent quand on t'écoute. Et tu parles aussi d'apprendre à observer les choses et à voir les choses. Mm. Euh, est-ce que l'écriture, ça t'aide à ça? Comment tu vois ce sujet-là? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme j'ai dit, hein, moi toute ma vie a été consacrée à l'innovation. Euh, et l'innovation est impossible sans l'observation. Donc, quelque part, on ne peut pas innover si on n'est pas curieux et si on n'observe pas les choses. Parce que les idées ne viennent que de ce qu'on voit Mm. et de ce qu'on perçoit et qu'on réinterprète différemment, des connexions qu'on Oui. va faire entre deux idées. Mm. Et donc, c'est en observant des choses dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Moi, je vais des fois à des endroits, je ne connais rien, et puis je me mets à observer, à questionner les gens, et j'apprends plein de trucs. Et après, je le réutilise une fois que ça a été digéré autrement pour donner un conseil à un entrepreneur Ouais. ou pour moi-même faire quelque chose. Donc oui, cette notion d'apprendre par l'observation, elle est partout chez moi, elle est fondamentale. Et je pense que c'est un des vrais facteurs d'innovation. Et donc, c'est pour ça que j'essaie aussi de la partager, de faire en sorte que ceux qui veulent innover, ils comprennent que ça commence par là, quoi. Ça Ouais. commence par observer, être ouvert, avoir des antennes et des capteurs, et ensuite former son cerveau à faire des connexions. Parce que ça, c'est pas naturel non plus. Le cerveau va faire des connexions entre deux idées si on le fait travailler régulièrement là-dessus. Et à force, les neurones s'habituent et ils arrivent à se connecter alors qu'il n'y a pas de lien au départ. Et ça, c'est par la pratique, et toujours en allant chercher des idées Mm. à droite, à gauche et les mélanger. Qu'est-ce que ça ferait, voilà. Ouais. Oui, c'est l'idée de dire que la créativité, c'est un muscle, en fait, qu'on entraîne, qu'on. Complètement, complètement. Moi je suis bien plus créatif que j'étais quand j'avais 20 ans. Mm. Parce que j'ai travaillé là-dessus depuis. Et, euh, et donc, voilà, donc il ne faut pas désespérer. C'est pour ça que j'ai un de mes articles où je dis tout le monde peut être créatif. En fait. C'est une Ouais. question de pratique et de s'astreindre à observer et d'être curieux. Ouais. Celui qui est borné, qui va rester toujours à regarder qu'une chose, il Ouais. a peu de chances d'être créatif. Ouais, ouais, je suis 100% d'accord. Il y a aussi le fait que je trouve que créativité, c'est un peu un gros mot, pratiquement. On se dit, ah, mais je ne suis pas un peintre ou je ne suis pas quelqu'un d'exubérant. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et du coup, on se met des barrières en se disant, bah non, je ne suis pas créatif. Alors qu'en fait, on peut tous l'être. Ah, Et je trouve complètement. Moi, que. je pense que la créativité, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une façon d'être soi-même, en fait. Et de ne pas se contraindre à être comme les autres,
Et de ne pas se freiner en disant, ouh, mais ça, je ne peux pas. Non. Ouais. Et puis, en pratiquant, on prend confiance. Et en prenant confiance, on va faire un peu plus. Et puis, les neurones vont s'habituer à se connecter. Et ça viendra de plus en plus, quoi. Comment tu continues à apprendre, toi? Est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu te… Ouais, alors bon, déjà, je lis beaucoup d'articles, de, de vidéos, genre des vidéos. Je suis fasciné par les youtubeurs en fait. C'est pas ma génération, hein. Moi, je peux voir, ouais, je suis un vieux quoi. Et tout ça est nouveau pour moi, mais ça me fascine. Et de voir des jeunes qui se lancent, qui font des trucs incroyables, voilà, j'écoute ça. Et puis voilà, un peu tous azimuts, tout domaine. Il y a des, il y a des youtubeurs sur des makers là, qui fabriquent des meubles, des trucs, etc. Moi, Ouais, j'aurai ces vidéos pendant des heures. ouais. C'est extraordinaire. Qui réparent des objets. Voilà. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre. J'ai juste pas assez de temps. Je sais pas si tu connais ceux qui fabriquent des piscines avec leurs mains. Ça, c'est extraordinaire. Ah oui, non, ça, je connais pas encore. Je t'enverrai une vidéo, tu vas voir, Ouais, tu vas aimer. ouais, certainement. Euh, En plus, moi, je suis très. C'est une autre facette de ma personnalité, c'est que je suis très manuel en fait. Moi, j'avais un hmm. père ébéniste et je suis très très manuel, je suis très bricoleur, donc je bricole beaucoup. Donc, j'aime autant l'exercice intellectuel que l'exercice manuel. Et donc, il y a tellement à apprendre dans tous ces domaines. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble d'écrire une newsletter d'un pas dans l'inconnu sur Substack? Ouais, alors, je peux vous montrer l'envers du décor. J'ai pas une grosse méthodologie là. Je suis pas un bon élève pour toi parce que toi, tu vas C'est pas apprendre grave. aux Il n'y a, gens il y a à pas de bonne écrire les méthode. choses avec plein de méthodes. Moi, j'ai pas beaucoup de méthodes. Donc en fait, alors comment on fait? Il faut que je Tu as partage partage d'écran en l'écran. bas. Ouais. Tu choisis Et puis ensuite je la choisis fenêtre que tu veux montrer. la fenêtre. Alors c'est laquelle? Ma fenêtre Substack, elle est où? C'est Là, ton onglet Chrome, je pense. ça doit être celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Ça c'est Zoom, pardon, excusez-moi. Tu l'as pas à gauche là, l'onglet à côté de Twitter? J'arrête le partage, je recommence. Tableau. Alors, j'ai trop de fenêtres ouvertes, tu ne la vois pas. Attends, elle était ouverte. Attends, je regarde. Ah oui, elle est là. J'en profite juste pour dire, si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat et puis je les poserai à Christian, soit à la fin, il y aura un petit moment de questions-réponses et vous pourrez les poser directement si vous préférez. Alors, est-ce qu'on y arrive là? Sinon, Lucas suggère de partager l'écran en entier si tu n'as pas de secret. Ça dépend. Ça dépend s'il y a les codes d'une bombe ou de quelque chose. Bizarre parce que je vois pas ma fenêtre sur le partage d'écran alors qu'elle y est. Alors, partager l'écran en entier, ben, je fais ça alors. Ouais. Et donc, je vais aller sur. C'est pas l'onglet à gauche? À droite, là, non? Là, Oui, voilà. cet onglet-là. Très bien. Vous voyez là? Oui, très bien. Donc ça, c'est une fois qu'on s'est connecté, ça c'est ce que vous voyez aussi vous, hein, Ouais. donc c'est la Ouais. suite des articles. Donc vous voyez que je suis rendu à 78 articles. Alors ce dernier, l'article à propos de l'émission qui veut être mon associé, il a pas mal marché. Ouais, Et c'est donc il y marrant. a, pour ceux qui ne connaissent pas Substack, donc il y a le dashboard. Donc ça c'est côté de l'auteur. Ouais. Donc voilà ce qu'on voit. Donc là, on voit effectivement, pareil, de nouveau les articles avec quelques métriques. Voilà, donc chaque article avec ses métriques. Et puis ici, on peut directement voilà, créer un nouvel article ou bien avoir des brouillons ici. Donc là, vous voyez, moi, je suis en train de préparer le prochain, donc le numéro 79, il est là. Et puis ici, j'ai un certain nombre d'articles brouillons avec des idées que j'avais pu mettre sur des Mm. choses. Il y en a certains qui sont commencés, mais je n'ai pas été inspiré pour aller plus loin, ou bien
j'ai eu une autre idée et j'ai laissé tomber. Et puis sinon, j'ai un article qui s'appelle Idées en vrac. Ouais. Et alors là-dedans, c'est vraiment Le vrac. un brouillon. Ouais. C'est-à-dire que je mets là-dedans des idées qui me viennent à n'importe quel moment du jour, de la nuit, d'une discussion avec un entrepreneur, une lecture, de tout ça. Ou bien je mets des liens sur des articles. Voilà, là par exemple, vous voyez, ça commence par des schémas comme ça et j'en ai ramassé pas mal parce qu'un jour, je voudrais faire un article sur la façon de représenter les concepts. Ok, Et donc, intéressant. je collecte comme ça des représentations un peu mind map. Voilà, là, c'est un tweet de quelqu'un qui, ça m'a donné une idée. Ici, ce sont des articles. Là, Ouais. voilà, bah, Louis Blériot. Je me Ouais. suis dit, tiens, il faudrait que j'écris un truc sur Louis Blériot parce que c'est un sacré innovateur. Et, parce que je crois que je regardais un reportage à la télé et donc ça m'a donné une idée. Ici, j'ai des questions de lecteurs. Ici, voilà, un autre schéma. Ouais. Vous voyez, et j'en ai comme ça. Et puis, quand je suis en manque d'inspiration, je Ouais. fais un petit tour là-dedans pour voir s'il n'y a pas quelque chose un fil que je peux tirer. Et puis, voilà. Ouais. Oui, c'est ton système un peu pour garder en note Voilà. des Mais idées c'est très mal intéressantes que tu. organisé. C'est Ouais. pas du tout le deuxième cerveau, Notion et tout ça. Ouais. J'aimerais bien être à ce niveau-là, mais Ouais. c'est un peu le bazar. Ensuite, quand je commence, en fait, après, quand je prends une idée, ben, j'ouvre un nouveau poste. Et puis là, je mets aussi, pareil, des idées en vrac sur le sujet. Mhm. Je vais de temps en temps lire Enfin, je fais une recherche rapide sur Google, sur le thème. Je regarde deux, trois. Souvent, je m'inspire des conférences TED, en fait. Quand Mm. je démarre un sujet, je regarde une ou deux conférences TED. Ça me donne quelques. Et puis, je commence à écrire un plan. Et après, je rédige, même avant d'avoir fini le plan, et ça structure au fur et à mesure. Ok. Hyper intéressant. Et comment tu choisis les thèmes que tu traites? C'est un peu au feeling, en fonction de ce qui te vient, tu réagis à des trucs? Donc, je n'ai pas de ce qu'on appelle de plan De calendrier, ouais. de De contenu. calendrier Mm. de parution, etc. Je me disais, ça serait bien si j'avais 3-4 articles d'avance. Je n'ai jamais réussi à le faire. Ouais. J'écris toujours pour la fois d'après. Là, l'article pour Ouais. mardi, pas ce mardi, mais mardi dans une semaine, il n'est pas commencé. Enfin, il est juste démarré. Ouais. Et donc souvent, en fait, je pars sur une idée et puis dans la semaine, il y a une conversation, il y a une émission à la télé, il y a Mm. un tweet qui passe et je change de sujet parce que j'aime Mm. bien être en réaction à quelque Ouais. chose, en fait. Et je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis en réaction à quelque chose que d'être vraiment avec un Mm. sujet imposé face à la page blanche. Et souvent aussi, ce que je fais, c'est que un entrepreneur va m'exposer une situation, je vais lui donner des conseils et je me dis, mais tiens, ça pourrait faire un article. Et, Mm. voilà, et je repars Bah de ouais. là, de ce Mm. que j'ai dit spontanément pour le Ouais. restructurer et le compléter. Ouais, moi, je trouve que l'écriture, peu importe le format, c'est un super outil pour parler de tout ce qu'on voit déjà dans le quotidien, en fait. Mm. Surtout quand on est comme toi, exposé à plein de situations et que, en fait, ton sujet d'écriture, c'est le sujet sur lequel tu travailles au quotidien. Ça te Ah donne oui, ça ne me un demande pas matériel d'effort en fait. Hein. incroyable. Ouais, ouais. J'ai très peu d'efforts à faire pour y trouver. Parce qu'au début, quand je suis parti, j'avais annoncé chaque semaine, vous aurez. Alors là, maintenant, je suis passé à tous les 15 jours, mais au début, j'avais annoncé, vous aurez un article par semaine pendant la première année. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir, non pas parce que Ouais, c'est un effort, mais parce que tu n'auras ouais, plus d'idées. Tu ne sauras pas ouais, de quoi parler. ouais. En fait, ça, ce n'est pas du tout le sujet. Et si je suis passé à un article tous les 15 jours, ce n'est pas du tout le manque d'idées. C'est le manque de Ouais. temps Mm. à y consacrer. Mais en termes d'idées, il n'y aurait pas de problème à faire un article toutes les semaines Ouais, pendant ouais, encore très ouais. longtemps. Ouais. Si tu veux, tu peux arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup. C'était top. Est-ce que. Alors, il y a deux questions. Alors, c'est des questions similaires. C'est comment est-ce que tu as attiré tes premiers lecteurs déjà? Et ensuite, comment est-ce que tu réfléchis au fait de faire grandir l'audience? Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce que. Voilà. Alors, déjà, ce que j'ai voulu faire dès le début, c'est. En fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en 2019, avec
certains des collègues qui travaillaient avec moi, on s'était un peu mis en défi de dire on va créer quelque chose sur Internet pour apprendre à faire de la grosse, de la croissance. Ouais. Donc, soit on crée un business, soit on crée une landing page de quelque chose et regarder comment ça donne, etc. C'était un peu pour dire on est des entrepreneurs, on est là pour les conseiller et les aider, il faudrait qu'on le fasse. Skin in the game. Et donc, chacun a essayé de lancer un truc. Et moi, justement, je me suis dit, tiens, voilà, la newsletter, je l'ai fait un peu en retard plus tard, mais c'était quand même dans cette perspective-là, en disant, tiens, ça va aussi m'aider à faire de la croissance. Pour voir comment on fait, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil de hacking. Donc, j'ai voulu partir de zéro. C'est-à-dire, j'ai bien sûr, je ne sais pas combien, 1500 followers sur LinkedIn, 3500 sur Twitter, etc. J'ai des mailing lists de l'entreprise. J'aurais pu, de base, inscrire 1000 personnes dans ma newsletter, quoi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, on part de zéro. On part de zéro et il n'y aura que des inscriptions volontaires. Ouais. Et donc, j'ai démarré de zéro. J'ai fait un post LinkedIn disant que j'allais lancer et avec des préinscriptions. Il n'y avait encore rien d'écrit. Et puis ensuite, début janvier, premier article. Voilà. Et j'ai rapidement eu 200 abonnés, quoi. Et là, sur la base des gens qui me connaissent. Ouais. De mon réseau proche, etc. Puis après, c'est monté assez vite. Je suis arrivé à 600 abonnés la première année. Et maintenant, c'est plus compliqué parce que, effectivement, maintenant, je fais de la croissance pratiquement qu'avec des gens que je ne connais pas. Donc, il faut que tu touches d'autres cercles, en fait, maintenant. Je touche d'autres cercles. Et j'ai peu de temps. En fait, on dit souvent qu'il faut autant de temps passer à faire savoir qu'à faire. Moi, ce n'est pas du tout ça. Je mets 4-5 heures à faire un article, quand ça marche bien, des fois un peu plus. Et je passe 10 minutes par semaine à la diffusion. Donc, en gros, pour le moment, j'ai qu'un truc que je fais systématiquement, c'est j'écris mon article, il sort. Le jour ou le lendemain, je fais un post LinkedIn où je tag des gens dans la cible. Ok, donc tu si tags je des gens. parle de tel sujet, je me dis, tiens, ça va intéresser les consultants de ça va intéresser les entrepreneurs, ça va intéresser les investisseurs. Et donc, je tag des gens que je connais et à moitié-moitié, entre moitié que je connais pour qu'il y ait de la réaction et que tu aimerais connaître. Et moitié que je ne connais pas pour qu'ils découvrent. Et je fais ça et c'est pratiquement la seule chose que je fais pour faire de la croissance. Alors là, le dernier article, bon, ça m'a aidé parce que qui veut être mon associé, bon, c'est ceux qui s'intéressent au sujet, ils vont être intéressés par cette émission. Donc, j'ai fait l'article, j'ai tagué Éric Larchevêque, qui est un des investisseurs, et j'ai eu de la chance. Il a répondu du tac au tac. Il a commenté sur mon LinkedIn, bel article, belle synthèse, je ne sais pas quoi. Et forcément, lui, il a un grand réseau, donc c'est parti dans la. Et donc, ce post LinkedIn, là, il m'a rapporté, je ne sais plus, 20 ou 30 inscrits, il en est à 16 000 vues, voilà. Okay. C'est pas mal, mais après, oui, tu mets en lumière un truc, c'est qu'il n'y a pas de secret avec la newsletter. C'est quelques abonnés toutes les semaines. Ouais. En plus, c'est vrai que là, c'est un peu. Je voudrais maintenant passer à la vitesse supérieure et donc il faut que je dégage du temps pour faire de la croissance plus systématique avec vraiment aller dans les groupes Facebook ou autres, etc. Faire des choses plus proactives. Ouais, on va déjà faire un truc, c'est qu'on va mettre ta newsletter dans le chat sur Zoom et comme ça tout le monde pourra aller s'abonner. Il y a 15 personnes, allez vous abonner. Merci à vous. Écoute, tu la vends bien, donc j'espère que les gens vont avoir envie de s'abonner. Quel bilan tu tires de l'écriture de cette newsletter 2 ans après sa création? Déjà, c'est que j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans parce que c'est passé relativement vite. Alors en plus, c'était les 2 années du Covid. Mine de rien, j'ai démarré ça juste avant le Covid. Ça m'a peut-être aidé à traverser le Covid, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était c'est un accompagnement quelque part. Quand on crée quelque chose comme ça, ça nous accompagne après parce que
chaque semaine, il faut penser, qu'est-ce que je vais écrire, voilà. Et puis maintenant, les gens commencent à m'en parler aussi. Je rencontre les gens que je rencontre, ils me disent, ah tiens, là cet après-midi, là, il y a un de mes lecteurs qui m'a appelé, il m'a dit, ouais, je lance une maison d'édition, ton livre, tu veux toujours le faire, ça m'intéresse de t'éditer, etc. Super. Voilà. Donc, effectivement, c'est un compagnon. Et voilà, enfin, moi, je suis vraiment content de l'avoir fait et j'encourage ceux qui hésiteraient à se lancer parce que, en fait, moi, je m'attendais, franchement, parce que on lit ça aussi des fois, que j'étais prêt à recevoir des critiques, à recevoir même des haters qui diraient ouais, c'est pas tout ça, etc., etc. En fait, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça fait 2 ans, je n'ai jamais eu, j'ai jamais eu ce genre de retour. J'ai que des retours positifs de gens qui apprécient ou qui posent des questions ou qui partagent, etc. Et donc, c'est encourageant, quoi. C'est vrai qu'on se dit, je ne fais pas ça pour rien, puisque ça aide. Certains disent que ça les a aidés. Voilà, donc, c'est aussi encourageant pour la confiance et le retour, quoi. Moi, j'aime bien dire que 80% des gens s'en foutent de ce qu'on fait et s'en moquent complètement et passent pas de temps dessus. Et puis le reste, ils sont positifs, ils sont bienveillants et ils saluent l'effort au moins. Et donc, voilà. Mais je pense que tant que tu n'es pas très, très gros et que tu n'es pas sur des sujets très clivants. Oui, alors c'est sûr que je n'aborde pas des sujets ultra clivants, même si, voilà, moi j'ai quand même je suis un méridional, hein, je l'ai dit, donc j'ai un parler assez direct et assez franc, et je vais dire les choses comme je les pense. Mais c'est vrai que les sujets ne sont pas clivants. Si je parlais du Covid ou De la vaccination. mariage pour tous, j'aurais sûrement beaucoup plus de réactions C'est vrai, un c'est vrai. peu difficiles. Où est-ce que tu la vois dans 5 ans? Tu as envie de continuer? Tu as envie de. Tu nous l'as un petit peu dit, mais tu as envie d'accélérer? Tu as envie de faire quoi? Moi, je ne fais pas. Enfin, encore une fois, c'est plus un hobby qu'un métier. Donc, je n'ai pas un plan défini. Là, le projet, peut-être qui est le plus abouti, affirmé, c'est de la transformer en livre. C'est-à-dire de prendre de faire une sélection et de faire un tri, de faire un classement des articles qui, là, d'une semaine à l'autre, il n'y a pas de suite, quoi. C'est en fonction de l'actualité des choses. Mais justement, de les remettre dans un certain ordre, peut-être de temps en temps les remodifier un peu pour les rendre moins liés à une actualité. Et donc, en faire un livre. Donc, je m'étais un peu avancé en fin de 2020 en me disant ouais, je vais m'y mettre, je vais vous le faire pour bientôt. Donc là, ça fait 1 an, je n'ai toujours pas avancé, je n'ai toujours pas sorti, mais ça reste un projet de transformer en livre. Donc ça, voilà, c'est un des projets. Après, dans 5 ans, j'espère avoir passé des caps en termes d'audience. Et puis, on verra. Hein. Après, le monde de la newsletter, il est aussi assez focalisé sur à quel moment on passe payant, à quel moment on monétise, etc. Bon, moi, c'est pas mon objectif premier, mais on verra. Peut-être qu'un jour. Je m'étais noté aussi. Je m'étais noté aussi. Tu as des enjeux de monétisation ou pas trop? Vu que c'est un hobby, pas forcément. Là, non, directement, non. Après, si tu fais un vraiment il y a livre. encore de l'intérêt et si j'arrive à passer des caps, pourquoi pas pour le jour où je partirai à la retraite, monétiser de cette façon-là. Tant que je suis en poste, je ne pense pas, mais bien sûr. un jour peut-être si, voilà, comme un complément de retraite, en guillemets. Mais si tu fais un livre, ça sera une forme de monétisation déjà. Oui, ça c'est une forme de monétisation, même si gagner de l'argent avec un livre, c'est compliqué. C'est trop dur. Il faut en vendre beaucoup. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup, Christian. Je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Si, en plus, c'est presque 19h, si vous avez d'autres questions, vous pouvez prendre la parole directement. N'hésitez pas. Sinon, vous le mettez dans le chat. N'hésitez pas. Et puis sinon, je vous laisse quelques instants. Mais puis sinon, c'est très intéressant. Merci beaucoup.
c'est chouette de découvrir un peu l'envers du décor, même si, comme tu le dis, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas, je trouve ça super intéressant et, comme dit Vincent, inspirant de plonger un peu dans les coulisses. Et enfin, moi, ce que je trouve chouette, c'est que tu le fais un petit peu en side, voilà, à côté de ton activité. Et... Ah oui, c'est largement pas mon. Enfin voilà, je bosse beaucoup. Les gens qui me connaissent le savent. La journée, je bosse. Puis le soir, le week-end, voilà, tard le soir. Mais c'est. Je ne le vis pas comme une Comme une contrainte, quoi. contrainte. Ouais. C'est vraiment un plaisir. Il y a certains articles, à certains moments, des fois, j'ai un peu plus de mal. Ça dépend des sujets. Donc, Ouais. bon. Mais j'ai réussi quand même depuis le début. Ça fait 2 ans. J'ai réussi à ne pas faire de nuit blanche pour le sortir à l'heure. J'ai réussi à être prêt. Bon, le plus tard que je me suis couché, c'était peut-être à 2 heures du matin le lundi C'est pas mal soir. déjà. Mais C'est pas mal souvent, elle déjà. est finie le dimanche soir. J'essaye de m'astreindre à ce que. Et alors, ça, c'est un truc aussi. Hein, quand j'ai choisi au départ quel jour je la publie, Ah, j'ai réfléchi à ça, justement. Je me connais, je sais que je travaille souvent au dernier moment. Et je me suis dit, si je la publie le lundi matin, je vais passer des week-ends infernaux. Euh, et donc, je me suis dit, le mardi, c'est bon parce que je vais essayer de la faire le week-end et de la finir le dimanche soir. Mais si jamais il y a un petit dérapage, j'aurai toujours mon lundi soir pour la finir. ouais. Et voilà le pourquoi du mardi. Et effectivement, ça marche. Globalement, j'essaie de m'astreindre à la finir le dimanche. Et dans 80% des cas, c'est le cas. Ok, bon, bah, très bien. Ah, merci beaucoup, Merci à vous. Christian. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Super chouette. Je vais mettre le replay en ligne sur YouTube prochainement. Donc, si vous voulez le revoir, vous pourrez. Ben voilà, j'ai mis le lien. Je remets le lien dans la newsletter dans le chat si vous voulez vous abonner. Et puis, du coup, le mardi, toutes les 2 semaines, Voilà. Et avec puis, plaisir. n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez voir abordés, ça peut m'inspirer aussi. Super. Ben, pourquoi pas Merci à une vous. Merci newsletter sur Valentin. ton process d'écriture? Pourquoi pas en dédier la prochaine fois? Ouais, tout à fait. Bah, c'est une bonne idée. Bonne soirée à tous. Bonne À soirée. bientôt. Merci Merci Valentin. Christian. Au À revoir. bientôt.